Allez, bonjour à tous, c'est une petite vidéo aujourd'hui pour essayer de mieux comprendre le chapitre de sociologie de première qui s'appelle « Quels sont les processus qui mènent à la déviance ?» Donc au menu, on va dire 4 éléments principaux sur lesquels je vais revenir. En préambule, je vais revenir sur la notion de déviance, qu'est-ce que ça veut dire, quelles notions sont imbriquées avec la déviance. Ensuite, en entrée, je reviendrai sur le caractère relatif de la déviance. En plat principal, le plus consistant, les théories de la déviance. Et en dessert, je reviendrai sur déviance et délinquance. Voilà le programme. Alors, dans ce chapitre, on va commencer par le début, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire déviance? Déviance, ça veut dire, c'est le fait de transgresser des normes. Tout comportement qui transgresse des normes. Donc ça veut dire que pour comprendre la notion de déviance, c'est essentiel de bien comprendre la notion de norme qu'on avait déjà mobilisée dans le chapitre sur la socialisation. Je vous rappelle, les normes, c'est des règles de vie auxquelles l'individu est censé se conformer. Voilà. C'est essentiel de bien comprendre cette notion de norme, d'avoir en tête des exemples de normes, pour pouvoir bien comprendre cette notion de déviance. Donc, autour de la notion de déviance, gravite une autre notion, celle du contrôle social. Le contrôle social, c'est l'ensemble des moyens mis en œuvre par différents groupes et individus pour faire respecter des normes. Ce qui est important, je vous rappelle, donc on avait vu que ce contrôle social, il peut être formel ou informel. Formel, ça veut dire qu'il s'appuie sur ce qu'on appelle des institutions spécialisées, la justice, la police, l'école ou encore l'église. Informel, ça veut dire qu'il va être associé, il va être pris en charge plutôt par les pairs, par les amis, par la famille. C'est bien important, je vous rappelle qu'on avait vu différents exemples en cours, mais par exemple, un exemple de contrôle social informel. Le regard des autres et les remarques qui peuvent exister relativement à la maigreur des filles dans les lycées. C'est une forme de contrôle social informel. A l'inverse, un contrôle social formel, c'est les sanctions mises en place par la police et la justice par rapport aux individus qui font du trafic de cannabis. Voilà, contrôle social formel. Rappelez-vous des différences entre les deux. Rappelez-vous aussi que le contrôle social formel, il renvoie à des règles écrites et impersonnelles. Par exemple, le code pénal, par exemple le code de la route, par exemple le règlement intérieur. A l'inverse, le contrôle social informel, il ne s'appuie pas sur des textes. Il est oral, entre guillemets, c'est-à-dire il n'y a pas un texte qui dit que les filles au lycée doivent être maigres. Donc voilà, bien distinguer les deux éléments. Ce qui est important à comprendre aussi, qui est associé avec le contrôle social, c'est l'idée de sanctions positives et négatives. Donc une sanction positive, c'est un comportement qui est mis en place pour inciter l'individu, pour encourager l'individu à adhérer à certaines normes. Par exemple, l'école met en place des sanctions positives pour inciter les élèves à rentrer dans certaines normes. Les normes, c'est travailler régulièrement, avoir des bonnes notes, bien réussir à l'école. Donc par exemple, de sanctions positives, des compliments sur les bulletins. Encouragement, compliments, félicitations, ça c'est des sanctions positives. A l'inverse, le contrôle social, il peut mettre en œuvre des sanctions négatives pour décourager les individus à avoir certains comportements. Donc dans un genre complètement différent, la police par exemple met en place des sanctions négatives, des amendes, des peines de prison, des travaux d'intérêt généraux, pour des individus qui ne respecteraient pas les règles de la société qui sont consignées dans les lois. Ça, c'est un premier élément. Alors, deuxième élément, ce qui est important de comprendre par rapport à notre histoire de déviance, c'est que la déviance, on peut dire que c'est une notion qui serait fluctuante. C'est-à-dire que la définition de ce qui est déviant et de ce qui ne l'est pas varie selon un certain nombre de critères. Elle varie selon le temps, c'est-à-dire selon l'époque dans laquelle on se trouve. Certains actes qui étaient déviants dans la société française
du début du XXe siècle ou des années 50 ne le sont plus aujourd'hui. A l'inverse, certains actes qui n'étaient pas déviants le sont aujourd'hui. Je vous donne un exemple. Dans les années 50, 60, la coutume, enfin il était ordinaire que les professeurs fument pendant qu'ils fassent cours. Dans les amphis par exemple, à l'université, ou même dans les classes au lycée. Donc, pendant la classe. Donc aujourd'hui, ce comportement est totalement déviant. Vous imaginez pas un professeur qui sortirait sa cigarette pour fumer en cours. Donc voilà l'exemple d'un acte déviant, donc qui n'était pas déviant, qui est devenu déviant. Donc ça, la déviance est relative selon l'époque. Ensuite, la déviance est relative selon les pays. C'est-à-dire ce qui est déviant dans un pays ne l'est pas forcément dans un autre, et vice-versa. La consommation de cannabis en France est considérée comme déviante, et contrôlée par le contrôle social formel en l'occurrence. Donc les individus consommateurs et vendeurs de cannabis sont susceptibles d'avoir des amendes, ou des peines plus lourdes. A l'inverse, dans certains pays, la consommation de cannabis, elle est dépénalisée ou elle est légalisée. Donc c'est-à-dire dans ces pays-là, la consommation de cannabis n'est pas déviante. Voilà. Dernier exemple, dernier élément qu'on avait vu, la déviance, elle est relative selon le milieu social. C'est-à-dire que ce qui est considéré comme déviant dans certains milieux sociaux ne l'est pas dans d'autres. Donc là, rappelez-vous les exemples qu'on avait pu voir. Dans des milieux bourgeois, par exemple, les tenues attendues dans les soirées chez les jeunes sont très codifiées. C'est-à-dire qu'il faut un costume de type smoking très particulier. Celui qui n'adhère pas à cette norme peut être considéré comme déviant. Alors, également, dans ce même ordre d'idée, dans certaines familles, la norme, c'est de vouvoyer, le vouvoiement entre parents et enfants. Donc, c'est-à-dire, l'enfant qui tutoie ses parents est considéré comme déviant. A l'inverse, vous, probablement, vous tutoyez vos parents, et vice-versa. Et du coup, ce qui serait déviant, ça serait le vouvoiement. Donc voilà, bien retenir cette idée du caractère relatif de la déviance. On passe ensuite à notre élément principal, c'est-à-dire les théories de la déviance. Les sociologues, ils ont apporté plusieurs éléments pour essayer de comprendre et de répondre à des questions théoriques par rapport à la notion de déviance. Première théorie avancée, qui répond à la question comment un acte devient déviant, c'est la théorie de Howard Baker, proposée dans les années 60 aux États-Unis, et de ce qu'on appelle la théorie de l'étiquetage, c'est-à-dire un acte n'est pas déviant en soi, il est déviant puisque certains groupes, qu'il appelle les entrepreneurs de morale, l'ont qualifié comme déviant. C'est-à-dire que certains groupes sociaux essayent de faire que des actes deviennent déviants. Donc en essayant de convaincre par exemple les gouvernements d'interdire certains comportements, certaines pratiques. Donc Baker, lui, il prend l'exemple de la consommation de cannabis justement, et il montre qu'avant 1937 aux États-Unis, la consommation de cannabis n'est pas déviante. Et il montre qu'il y a un groupe qui s'est mobilisé comme entrepreneur de morale et qui a réussi à convaincre le gouvernement que cet acte devait devenir déviant. C'est-à-dire qu'en 1936, le fumeur de cannabis aux États-Unis n'est pas considéré comme déviant. En 1938, il est considéré comme déviant. Donc c'est-à-dire son comportement à lui n'a pas changé, fumer du cannabis, mais il est désormais étiqueté comme déviant, puisque ce groupe est intervenu. Rappelez-vous bien ce qu'on avait dit en classe, tous les entrepreneurs de morale ne réussissent pas à qualifier des actes comme déviants. Ensuite, deuxième théorie, théorie de la stigmatisation proposée par le sociologue Erving Goffman. Lui, qu'est-ce qu'il nous dit, Erving Goffman? Il nous dit que certains individus, qu'il va appeler les normaux, ces individus-là, ils peuvent stigmatiser d'autres individus en fonction d'une caractéristique qui leur est propre. Donc l'exemple que donne Goffman, c'est l'exemple de la couleur de peau. C'est-à-dire, deux individus sont similaires,
hormis leur couleur de peau. Et donc, Goffman, il montre que ce simple élément va faire qu'ils peuvent être stigmatisés, c'est-à-dire perçus négativement et considérés comme déviants. Donc c'est ce qui s'est passé aux États-Unis, par exemple, au 19e, 20e siècle, c'est-à-dire que les Noirs sont stigmatisés en raison de leur couleur de peau uniquement, et donc dans ce cas, ils font l'objet de mesures particulières, de normes juridiques contraignantes, et donc ils sont stigmatisés. Ils sont considérés comme déviants du simple fait de leurs caractéristiques. Ensuite, dernière théorie, ce qu'on appelle la carrière déviante, donc qui permet de répondre à la question comment est-ce qu'un individu devient déviant. Howard Baker, on revient sur ce sociologue, il nous montre qu'un individu ne devient pas déviant du jour au lendemain. Il montre que ça résulte d'un processus, ce qu'il appelle la carrière. C'est-à-dire que progressivement, étape par étape, un individu va franchir des étapes et va devenir déviant, pleinement déviant, c'est-à-dire appartenir à un groupe de déviants. Donc il reprend l'exemple des fumeurs de cannabis, et du coup il montre que ce processus, il passe par différentes étapes, l'apprentissage de la technique, l'apprentissage des effets, l'apprentissage du plaisir, et enfin l'approvisionnement. Ces différentes étapes font que, une fois qu'on arrive à la dernière étape, l'approvisionnement, un individu appartient à un groupe de déviants, les fumeurs de cannabis, et il est pleinement déviant, c'est-à-dire il y a eu cette carrière déviante. Rappelez-vous bien que cette idée de carrière, elle a été réutilisée par de multiples sociologues dans l'analyse justement de comportement. On avait vu en classe l'exemple des couples sans enfants comme étant le résultat d'une carrière déviante. Dernier élément de notre chapitre, la distinction entre déviance et délinquance. Rappelez-vous bien, la délinquance n'est qu'une petite partie de la déviance. Tout acte délinquant est un acte déviant, mais tous les actes déviants ne sont pas des actes délinquants. Les actes délinquants, c'est ceux qui renvoient au non-respect de normes juridiques et qui sont sanctionnés par certaines institutions du contrôle social formel, comme la police et la justice. Ça, c'est important à distinguer. Se pose la question, quand on parle de la délinquance, de la mesure de la délinquance. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour rendre compte des actes délinquants en France. Et bien justement, on va être confronté à une difficulté, c'est-à-dire qu'il va y avoir un écart plus ou moins grand entre les faits de délinquance effectifs, ce qui s'est vraiment passé, et les faits de délinquance mesurés. Ça, c'est ce qu'on appelle le chiffre noir de la délinquance. Et donc ce chiffre noir de la délinquance, il peut être assez important pour certains actes. On avait parlé du cas du viol en France, par exemple, où on estime, les sociologues estiment, qu'il y a à peu près un viol sur 10 qui est déclaré à la police. Donc c'est-à-dire qu'on a une sous-estimation très importante par les statistiques de police de ce type de comportement. Donc ça veut nous dire quoi? C'est-à-dire que ce chiffre noir de la délinquance, il est variable selon les actes. On avait dit par exemple il est plus important pour les viols que pour les cambriolages. Voilà quelques éléments là-dessus. Donc quelques explications rapides. C'était le fait que certains éléments extérieurs sont susceptibles d'influencer la déclaration des actes. On avait vu qu'au moment de la vague MeToo, par exemple, le nombre de viols déclarés avait été plus important. Autre élément qu'on avait vu, la sous-déclaration manifeste de certains actes. Le fait que voilà, les violences intrafamiliales sont sous-déclarées, par exemple par rapport au cambriolage. Voilà quelques éléments sur ce chapitre.